Donc maintenant, on basculera vers l'administration. À vrai dire que la gestion des quotas fait partie de l'administration. Donc le dernier chapitre, on parle d'administration, c'est beaucoup plus par rapport aux utilisateurs. Et donc ça ouvre la porte pour la gestion de tous les aspects liés aux utilisateurs et à la sécurité. Donc on se contente uniquement des fonctionnalités liées aux utilisateurs. Il va y avoir d'autres fonctionnalités que vous ne pouvez pas voir maintenant. Pourquoi? Parce que c'est lié au module réseau et donc vous pouvez voir toute la partie administration réseau, donc qui est liée à des concepts réseau qu'on ne va pas voir dans cet aspect. Comme il y a aussi une autre partie qui est liée à l'administration de la sécurité, et donc ça c'est lié au module de sécurité pour savoir qu'est-ce qu'il y a lieu de faire concernant la gestion de la sécurité. Donc, pour le moment, c'est une introduction pour les utilisateurs et comment gérer justement ces utilisateurs. Donc, vous savez que Unix est un système multi-utilisateur, ça veut dire qu'il permet à plusieurs utilisateurs d'utiliser la même machine et les mêmes ressources. Et donc, un utilisateur, c'est au sens large. Pourquoi? Parce qu'il y a des utilisateurs, je dirais, humains, comme il y a des utilisateurs qu'on appelle des utilisateurs automatiques qui sont utilisés par le système d'exploitation lui-même et qui permettent de gérer des fonctionnalités bien précises. Rappelez-vous, on avait une utilisation du système automatique qui était, par exemple, la planification des tâches. La planification des tâches, elle était gérée automatiquement par le système pour gérer les tâches à différents moments. Et donc, quand on parle d'utilisateur, ça veut dire que ce qu'il faut retenir, ce n'est pas forcément un utilisateur physique, ça peut être un utilisateur automatique qui est utilisé par le système lui-même. Et naturellement, chaque utilisateur physique qui existe, il a toujours besoin d'avoir une identification à travers son nom de login et son mot de passe. Donc, grâce à ça, il peut se connecter au système et donc il peut avoir un certain nombre de, je dirais, de propriétés et de droits d'accès. On a déjà vu les droits d'accès au niveau de la gestion des fichiers. À tout moment, on affecte des droits d'accès automatiquement à des utilisateurs et donc ce qui lui permettra de donner le droit pour faire un certain nombre d'actions. On peut leur affecter aussi des droits pour l'usage de quotas, pour déterminer quel est le quota qui peut être utilisé par tel ou tel utilisateur. Donc, toutes ces parties-là font partie de l'administration. Donc, ici, on se concentre beaucoup plus sur l'utilisateur et comment il prend naissance et comment il peut utiliser sa machine. Alors, ce qu'il y a à retenir, c'est que l'utilisateur, il est repéré par le nom de login et le password. Cette opération automatiquement au préalable, elle est définie par celui qui gère le système d'exploitation. Donc, celui qui gère le système d'exploitation, c'est l'administrateur. Donc, on ne peut pas permettre à tout le monde d'avoir cette fonctionnalité d'administration. Pourquoi? Parce que chaque utilisateur, par égoïsme, il va essayer de prendre tous les droits et tous les espaces voulus. Par exemple, si on prend les quotas, chacun va essayer de prendre un maximum d'espace sur le disque, chose qui n'est pas raisonnable par la suite parce que les nouveaux utilisateurs n'auront pas cette possibilité et donc le disque sera occupé quasiment par les premiers utilisateurs. Donc, pour avoir une utilisation plus ou moins équitable, il y a un utilisateur qui a cette faculté et ça, ce droit. En général, on l'appelle le super utilisateur. Pourquoi? C'est pour le distinguer par rapport aux différents utilisateurs classiques. Et donc, son rôle, c'est quoi? C'est de gérer l'ensemble des ressources de la machine et permettre d'affecter les droits automatiquement à tous les utilisateurs. Et donc, ce super utilisateur, quelles sont ses tâches et quel est son rôle au niveau de la gestion du système d'exploitation? Alors, ce qu'il a comme rôle, c'est créer, modifier, supprimer un utilisateur. Donc, c'est lui qui a cette tâche. À chaque fois qu'on a un nouveau utilisateur, c'est lui qui va lui créer un compte et il va lui donner son espace home, sa taille de l'espace home, le quota qu'il peut utiliser, les droits d'accès qu'il peut avoir par défaut, etc. Et de la même manière, quand un utilisateur quitte la structure ou l'entreprise,
automatiquement, il doit veiller à supprimer cet utilisateur pour ne lui pas laisser la possibilité de se connecter au niveau du système, parce qu'un individu qui quitte une entreprise, il n'a aucun droit au niveau du système d'information de l'entreprise. Et donc, pour des raisons de sécurité, on doit faire disparaître son compte, même si on doit garder l'historique de ce qui a été fait. Automatiquement, le compte va disparaître, c'est-à-dire que l'administrateur doit veiller à supprimer les utilisateurs qui sont plus actifs au niveau de la machine. Au même titre qu'il peut aussi, je dirais, suspendre un compte. L'exemple le plus simple, c'est vous avez un utilisateur qui part en congé, donc automatiquement, pendant sa période de congé, il n'est pas disponible et donc du coup, il ne va pas utiliser les ressources de la machine. Pour des raisons de sécurité, en général, ce qu'on fait, on va bloquer ou verrouiller son compte pendant toute la période, je dirais, où il est en congé. Une fois qu'il le reprend, automatiquement, l'administrateur va déverrouiller son compte. Parmi les tâches aussi de l'administrateur, c'est gérer les fichiers, les disques, ça veut dire que donner ses droits d'accès, affecter l'utilisateur à un groupe, donc ce qui lui permettra de partager ses fichiers et ses ressources avec les autres utilisateurs, partager le disque en partitions, tel qu'on a vu dans le chapitre précédent, et pour associer à chaque partition quelle est la taille de cette partition et quelles sont les limites qui sont tolérées pour la gestion des quotas, par exemple. On peut toujours surveiller l'espace disque, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Il y a des commandes telles que DU et DF, donc qui donnent une idée sur l'espace disque et quel est le comportement d'allocation d'espace sur ces disques. Donc, pour savoir, avant d'arriver à la saturation, donc l'administrateur peut prendre des mesures pour essayer de vider, par exemple, des parties du disque pour pouvoir permettre aux gens de réaliser les actions nécessaires. Et donc, comment il le fait? Il le fait grâce à ses sauvegardes, c'est-à-dire que lui, il va organiser les sauvegardes d'une manière périodique. Alors, ces sauvegardes, naturellement, elles vont être dictées par des contraintes réelles de l'entreprise pour savoir à quel moment faire la sauvegarde, quelle est la quantité d'informations à sauvegarder, quels sont les fichiers à sauvegarder, quels sont les fichiers dont on n'a pas besoin de les sauvegarder, etc., etc. Et de la même manière aussi, vous avez aussi, pour des raisons de sécurité, on peut tolérer l'ajouter des périphériques ou de retrancher des périphériques. Rappelez-vous, on avait dit qu'un périphérique, c'était quoi? C'est un fichier spécial. Donc, ce périphérique, il est accessible à condition qu'il y ait un montage. Et donc, c'est lui qui va décider de dire qui a le droit de monter des périphériques, qui n'a pas le droit de monter des périphériques, et quel est l'utilisateur qui nécessite tel ou tel périphérique. Et donc, lui, il va, je dirais, décrire ça grâce au fichier qu'on a déjà vu qui s'appelait fstab, donc qui permet de mettre quels sont les utilisateurs qui ont le droit de monter des périphériques et les autres qui n'ont pas le droit de monter des périphériques. Et de la même manière aussi, pour veiller au bon déroulement de la machine, c'est lui qui va installer toutes les applications. À chaque fois qu'il y a une nouvelle application, c'est lui qui va vérifier cette application et installer cette application pour qu'elle soit accessible par tous les utilisateurs. Et naturellement, c'est lui qui a aussi la responsabilité de sécuriser le système, c'est-à-dire toute la politique de sécurité qui est définie par l'entreprise, c'est lui qui va la mettre en place. Un exemple simple au niveau d'une entreprise, quand tu crées un compte pour un utilisateur, tu peux décider à un moment donné pour dire que cet utilisateur ne peut ouvrir un compte que sur telle ou telle machine. Donc là, c'est faisable. Pourquoi? Parce que tu peux définir telle ou telle machine par soit son adresse IP, donc qui est dans le cadre de réseau, ou bien par son adresse MAC. L'adresse MAC, c'est quoi? C'est une séquence qui existe au niveau de la machine. Il faut savoir que chaque machine qui est produite possède un numéro unique de machine. Ça s'appelle l'adresse MAC. Et donc, automatiquement, on peut définir l'ouverture de session à partir d'une adresse MAC, c'est-à-dire que s'il ouvre la session avec la machine qui porte tel numéro d'adresse MAC, automatiquement, c'est autorisé. Sinon, ce n'est pas autorisé. Et donc ça, on peut le faire pour dire que la règle de politique de sécurité qui est utilisée, c'est de dire
chaque utilisateur travaille dans son bureau. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu n'as pas le droit de travailler dans un autre bureau. Et automatiquement, ton bureau, tu as ta machine. Ta machine, elle a son adresse MAC et automatiquement, tu vas le forcer à travailler à partir de son bureau. Et à partir d'un autre bureau, il ne pourra jamais accéder à ce système. Et donc ça, c'est grâce à la politique de sécurité qui est mise en place par cet administrateur. Et bien entendu, cet administrateur, il doit connaître toutes les fonctionnalités parmi lesquelles c'est les procédures d'arrêt, de relance de système, de communication, etc., etc. Donc vous voyez que le rôle de l'administrateur, c'est un rôle clé qui est utilisé dans les entreprises. Et de nos jours, de plus en plus, cet administrateur, il a une place et un rôle prépondérant. Pourquoi? Parce qu'il contribue à la fois pour permettre aux utilisateurs d'utiliser d'une manière efficace le système. De l'autre côté, c'est lui qui est le garant, je dirais, de la politique de sécurité au niveau de l'entreprise. Et donc, c'est tout à fait normal que vous trouvez que cet utilisateur particulier, qui est le super utilisateur, a une grande responsabilité au niveau du système et de plus en plus, cette fonctionnalité qui existe dans beaucoup d'entreprises, elle a une importance vitale pour le fonctionnement d'une entreprise parce que de plus en plus, les entreprises je bascule vers le tout numérique, c'est-à-dire que toutes les procédures sont numérisées, ce qui voudra dire elles sont utilisables par des machines, et du coup, ça veut dire que tout le fonctionnement de l'entreprise va reposer sur la fonction de cet administrateur qui va permettre un meilleur rendement de tous les utilisateurs à travers les différents systèmes installés. Et donc, l'administrateur, il a une lourde tâche, on a vu toutes les tâches qu'il peut faire. Ça veut dire qu'occuper le poste d'administrateur, ce n'est pas donné à n'importe qui. Donc, c'est l'administrateur, c'est une personne qui est capable de faire toutes ces actions. Et pour pouvoir faire toutes ces actions, il faudrait avoir tout le bagage nécessaire à cela. Vous voyez que le système Unix, il y a beaucoup de commandes d'administration. Et donc, chaque commande, automatiquement, elle a une syntaxe à être utilisée. Et donc, du coup, lui, il a intérêt à connaître la quasi-totalité de ces commandes pour pouvoir gérer son système. Et on a vu que chaque commande, à un moment donné, elle fait référence à des fichiers particuliers. Donc, rappelez-vous, on a parlé de fichiers, par exemple, FSTab, qui lui organise la gestion des quotas et des partitions. Donc, automatiquement, lui, il faudrait qu'il connaisse la structure de ces fichiers-là pour pouvoir les modifier à un moment donné, pour apporter les correctifs nécessaires. On verra par la suite pour la gestion des utilisateurs de la même manière. Il y aura affaire à des fichiers particuliers qu'il va falloir modifier, rajouter, par exemple, dans le cas où on rajoute un utilisateur ou bien dans le cas où on supprime un utilisateur, etc. Donc, lui, il doit connaître la structure de ces fichiers-là pour pouvoir réaliser les tâches liées à son, je dirais, à son travail. Et donc, automatiquement, donc, il a une connaissance, je dirais, de ces fichiers-là. Il doit aussi, je dirais, connaître la structure de fichiers qui est utilisée. Rappelez-vous, quand on a parlé des périphériques, on a parlé des points de montage. Et donc, on a parlé de certains répertoires particuliers. Ça veut dire que lui, il doit connaître cette arborescence et chaque répertoire à quel, je dirais, besoin il est automatiquement réservé. Donc, on a vu qu'il y a des fichiers particuliers qui se trouvent à des endroits particuliers. Si vous vous rappelez de Crontab, donc il y avait des fichiers dédiés à ça. De la même manière, pour les montages des périphériques et l'usage des partitions, on avait des fichiers qui étaient liés à ça. Et on va voir maintenant des fichiers qui sont dédiés à la gestion des utilisateurs. Donc, ça nécessite la connaissance des commandes, des fichiers qui sont liés à ces commandes, et bien entendu, il doit, pour se faciliter la vie, bien entendu, la gestion, il peut la faire d'une manière automatique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à un moment donné, il peut définir la procédure, par exemple, comme on le verra, c'est d'ajout, par exemple, d'utilisateurs, de suppression d'utilisateurs.
il peut écrire un script. Ça veut dire que lui, il doit avoir aussi la connaissance comment écrire une suite de commandes sous forme d'un script. Et par la suite, pour faciliter la vie, il suffit de mettre ce script dans un fichier particulier tel qu'on l'a vu. Et à chaque fois au besoin, il suffit d'appeler le script avec les arguments. Automatiquement, il aura une tâche aisée pour réaliser cette opération. Comme il peut aussi utiliser ce qu'on appelle des outils intégrés. Vous savez que maintenant, les systèmes d'exploitation de plus en plus s'orientent vers des versions qui sont graphiques. Donc, dans les versions graphiques, vous avez des programmes qui sont utilisés grâce à une présentation sous forme de fenêtres et d'icônes. Et donc, là aussi, il faut connaître ces différentes fenêtres et ces différentes icônes pour savoir chaque icône et chaque fenêtre, quelle est son utilité pour pouvoir l'utiliser au niveau de son système. Et donc ça, c'est pour résumer un peu la manière de faire les choses. Donc la manière de faire les choses d'administration, en résumé, il y a 4 manières de les faire. Soit en utilisant des commandes, ça veut dire qu'il faut taper des commandes au fur et à mesure, soit d'ouvrir des fichiers particuliers, donc accéder à ces fichiers grâce à des éditeurs intégrés pour pouvoir administrer, soit d'écrire des scripts qu'il peut appeler au fur et à mesure à chaque fois qu'il en a besoin, ou bien c'est qu'il connaît les outils intégrés qui se trouvent souvent sous forme graphique, avec des programmes et des icônes. Et à partir de là, il va les appeler et les utiliser selon le mode graphique. Donc, mais la finalité en entier, c'est quoi? C'est la finalité, c'est les outils de travail de cet administrateur. Donc, ces outils-là se résument en 4 classes pour pouvoir réaliser ces tâches au fur et à mesure. Et donc ici, comme on va s'intéresser à la gestion des utilisateurs, vous allez voir qu'on peut faire les choses, par exemple, avec des commandes, comme on peut les faire avec l'accès au niveau des fichiers particuliers qui sont liés à cette gestion, ou bien on peut les utiliser par des outils intégrés dans le mode graphique qui existe et qui est disponible sur toutes les versions maintenant de système Unix. Alors, cet utilisateur, naturellement aussi, il a une tâche aussi de dialogue avec les utilisateurs. Alors, il doit être capable de communiquer avec tous les utilisateurs. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois qu'il apporte, je dirais, une modification ou il a l'intention de faire une certaine modification, automatiquement, il est obligé d'informer les utilisateurs de l'état du système et des modifications qui sont apportées, ce qui permettra aux utilisateurs de pouvoir bénéficier des modifications ou bien des ajouts qui ont été réalisés au niveau du système global. Alors, parmi les moyens de communication qui existent, il y a la messagerie. Ça veut dire que lui, il doit être capable de communiquer avec tout le monde et donc disposer de la mailing list de tous les utilisateurs de son système. Donc, il faudra qu'il dispose de ça pour pouvoir les appeler. Parfois, on a besoin de communiquer en aparté, c'est-à-dire en individuel par rapport à chaque utilisateur. Et rappelez-vous, quand on a utilisé les processus, on a parlé du write, par exemple, de la commande write. La commande write, c'est un peu comme le chat actuellement. Ce que vous écrivez sur votre console, automatiquement, il va apparaître au niveau de l'utilisateur. Donc, vous précisez l'utilisateur et automatiquement, vous pouvez le communiquer en aparté directement avec lui d'une manière automatique. Donc, y compris d'autres instructions telles que le talk ou roll, etc. Donc, tout dépend des versions du Linux. Vous avez les différentes commandes, mais qui permettent de faire une communication directe avec l'utilisateur. Et comme vous pouvez lancer des messages un peu particuliers, donc ce qu'on appelle des messages qui sont automatiquement fournis à l'utilisateur à la suite de sa connexion. Donc c'est soit avant la connexion, soit après la connexion. Parmi les messages qui sont nécessaires, ça c'est quand vous voulez forcer la main à un utilisateur. Par exemple, pour des raisons de sécurité, on dit qu'un mot de passe, vous devez le changer, par exemple, chaque mois ou chaque 2 mois. Et donc, automatiquement, on prévoit ça d'une manière automatique. Et l'utilisateur, dès qu'il veut se connecter, automatiquement, le système va lui forcer la main pour lui dire « tu dois changer son mot de passe ». Et donc, automatiquement, ce message arrive au départ
pour permettre à l'utilisateur, comme on peut informer l'utilisateur une fois qu'il est connecté pour lui dire qu'il va y avoir, par exemple, un événement particulier au niveau de la structure, etc. Et donc ça, c'est un message qui peut être donné à une suite d'utilisateurs ou bien à tous les utilisateurs du système. Alors, pour ces tâches, on avait dit qu'il y avait des répertoires, il y avait des fichiers qui étaient particuliers qui se trouvent au niveau de l'arborescence. Donc, la première des choses, c'est que cet super utilisateur doit connaître l'ensemble de l'arborescence, ou bien, je dirais, les points, les nœuds importants de cette arborescence. Pourquoi? Parce que ces nœuds-là sont dédiés à la gestion. Chaque nœud, il est particulier, il est destiné à une action bien déterminée. Donc, vous avez la racine qui est le root directory. Donc, le root directory, en général, ce n'est pas dédié aux utilisateurs. Les utilisateurs n'ont pas le droit d'accéder à cette partie parce qu'elle est dédiée beaucoup plus aux super utilisateurs. Donc, vous avez des répertoires qui contiennent les commandes Unix telles que /sbin. Vous avez les bibliothèques de base qui se trouvent dans lib. Vous avez le /etc, on l'a déjà vu à travers les différentes fonctionnalités telles que crontab ou bien fstab et autres, etc., donc qui se trouvent au niveau de ce répertoire. Donc, on a besoin de connaître ce répertoire. Pourquoi? Parce qu'il y a des fichiers au niveau de la gestion qui se trouvent à l'intérieur et donc, à un moment donné, si je veux accéder à ces fichiers-là, donc je dois savoir que ces fichiers se trouvent bel et bien au niveau de ce répertoire. Vous avez un répertoire qui s'appelle TMP. TMP, c'est un fichier temporaire, donc les répertoires temporaires. Donc, moralité, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a une opération, les fichiers temporaires sont créés dans ce répertoire. Et donc, l'idée, c'est quoi? C'est que de veiller périodiquement à vider ce répertoire. Pourquoi? Parce qu'il contient uniquement des fichiers temporaires pour des besoins temporaires. Et donc, automatiquement, chaque fichier temporaire, il va occuper de l'espace. Et donc, pour permettre une meilleure gestion de l'espace, on est obligé d'éliminer les fichiers qui se trouvent temporairement à chaque fois dans ce répertoire. Vous avez le répertoire dev, donc, qui lui comporte l'ensemble des définitions des fichiers périphériques. Donc, device, pour dire, c'est les périphériques. Le root, c'est par rapport à l'administrateur par défaut. Donc, le home, c'est lui qui contient les répertoires utilisateurs. Et donc, automatiquement, quand vous créez un utilisateur, vous devez lui créer un répertoire dans ce truc-là. Et ça, ce qui montre que la nécessité de connaître ces différents répertoires. Vous avez aussi le /mnt qui contient, en général, rappelez-vous, quand on a parlé des points de montage pour les périphériques. Donc, ces points de montage, en général, par défaut, se trouvent au niveau de ce répertoire pour permettre le montage et le démontage des différents périphériques. Maintenant, pour la gestion des utilisateurs, donc, on avait dit qu'il y avait plusieurs possibilités. Vous avez des fichiers qui sont dédiés à ça, comme vous avez aussi des commandes qui sont utilisées pour le besoin. On va voir la première méthode qui est la plus simple. Ça consiste à utiliser des fichiers pour la gestion des utilisateurs. Donc, ce qu'il faut savoir, il y a des fichiers qui sont dédiés à ça. Parmi ces fichiers-là, c'est le fichier password qui se trouve dans le répertoire ETC. Donc, c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, il faudrait que l'administrateur connaisse les différents, je dirais, fichiers et répertoires qui existent, et donc ce qui permettra plus facilement la gestion de ces différentes actions. Donc, si on veut gérer les utilisateurs en termes d'ajout d'utilisateurs, par exemple, ou de suppression d'utilisateurs, vous devez savoir qu'il y a un fichier qui est dédié à ça et qui permet justement cette gestion d'utilisateurs. Alors, la première des choses qu'il faut savoir, c'est ce fichier-là. Vous devez savoir et connaître sa structure, comment il est structuré. Et comme ça, si vous voulez ajouter ou supprimer un utilisateur, vous savez qu'est-ce qu'il y a lieu de faire. Alors, le fichier ETC password, c'est un fichier texte qui, chaque ligne est composée de 7 plutôt champs. Donc, le premier champ, c'est quoi? C'est user, c'est-à-dire le nom de login de l'utilisateur. Alors, les champs, bien entendu, sont séparés par 2 points. Et donc, automatiquement, vous avez chaque champ séparé de l'autre par les 2 points. Donc, vous avez le premier champ qui est relatif à l'identification de l'utilisateur, c'est-à-dire son nom de login qui est utilisé dans le login.
Alors, le deuxième champ, c'est quoi? C'est le password. Sauf que le password est crypté, c'est-à-dire que c'est pour ça qu'on dit que le password, même le super utilisateur ne peut pas le connaître. Pourquoi? Parce que dans le fichier ETC, il est crypté, donc il n'est pas visible. Ça, c'est ce qui permet de garder un peu la confidentialité des informations de chaque utilisateur. Donc, même si l'administrateur gère les utilisateurs, mais il n'a pas le droit de connaître le password pour pouvoir accéder je dirais, au compte de l'utilisateur. Il y a aussi le champ UID, User Identifier. Donc, automatiquement, c'est le user, c'est un peu le nom symbolique. Le UID, en général, c'est, on a déjà vu, c'est un numéro qui est donné à chaque utilisateur. Et donc, automatiquement, il est plus facile pour le système de travailler avec des chiffres que de travailler avec des symboles. Donc, c'est pour ça que souvent, vous avez des numéros qui sont affectés aux utilisateurs. On avait dit aussi que chaque utilisateur appartenait à un groupe. Donc, ça, on l'a vu déjà à travers les droits d'accès, que les utilisateurs forment des groupes, et donc ce qui permettra un partage de certains fichiers entre les différents utilisateurs grâce à la notion de groupe. Et donc, le champ suivant, c'est le groupe qui permet d'identifier le groupe auquel appartient l'utilisateur. Donc, vous pouvez avoir le groupe, ça veut dire c'est le groupe principal. On va voir les groupes secondaires, c'est dans l'autre fichier qu'on verra par la suite. Vous avez aussi des commentaires qui peuvent être mis dans le nom de login. Alors, parmi les commentaires qui sont utiles, par exemple, dans l'administration, c'est que chaque utilisateur, il occupe un bureau à un endroit bien déterminé, il a son adresse, il a son numéro de téléphone. Donc, toutes ces informations-là, elles peuvent être mises dans le commentaire. Donc, pour des besoins de gestion, si on a envie de contacter la personne physiquement, d'aller directement vers son bureau, puisqu'on connaît le bureau, l'étage, etc. Comme on peut lui envoyer, par exemple, un mail ou bien une lettre avec un message écrit à sa maison, donc on connaît son adresse, on peut le contacter même à son adresse, etc. Et donc, ça, c'est toutes les informations qui sont liées à l'utilisateur. Et on peut avoir par la suite, on avait dit que chaque utilisateur, il avait son home. Et donc, automatiquement, on précise le home de l'utilisateur. Et c'est comme ça que dès qu'un utilisateur se connecte, le système va le mettre dans son home. Comment il le sait? Justement, grâce à ce fichier-là qui comporte le home de l'utilisateur. Et donc, c'est comme ça qu'on fait la connexion directement vers le home de cet utilisateur. Et bien entendu, un dernier truc, c'est une commande, c'est-à-dire qu'en général, par défaut, on précise par exemple quel est le shell qui est utilisé par cet utilisateur, comme on peut avoir tout un programme sophistiqué qu'on peut mettre. On peut mettre même un script qui permet de faire toutes les choses, par exemple un script qui va chercher l'email de l'utilisateur pour savoir est-ce qu'il y a de nouveaux mails ou il n'y a pas de nouveaux mails, etc. Donc on peut faire plein de choses liées à ça, ou bien carrément, dès que tu te connectes, par exemple, ce qui se passe dans les entreprises, tu prends la poste, par exemple, un utilisateur, dès qu'il se connecte, qu'est-ce qu'on lui donne? On va lui donner l'application de la poste, par exemple. C'est un gars qui est au guichet, on va lui lancer l'application directement, et donc c'est l'application qui permettra, par exemple, de payer les gens, ou bien de faire entrer de l'argent dans leur compte, etc. Donc, un moyen de faire, c'est la commande, c'est pour dire quelle est l'action qui va être exécutée dès qu'on ouvre la session d'un utilisateur. Donc ça, c'est laissé, je dirais, grand ouvert selon le besoin et selon l'application de l'utilisateur. Vous pouvez définir quelle est l'action qui est lancée dès que votre compte ou votre session est ouverte. Donc, vous décidez qu'est-ce qu'il y a lieu de faire. Donc ça, c'est pour le fichier ETC Password. Donc, voici sa structure. Alors, on a aussi un autre fichier aussi qui est lié à la gestion des utilisateurs, qu'on appelle le fichier groupe, ETC Group. Donc, ETC Group, sa structure est la suivante. Donc, vous avez le groupe, en général, il y a le nom de groupe. Donc, dans une entreprise, vous pouvez définir les noms de groupe, par exemple, par les équipes ou les services, pour dire le groupe comptabilité, le groupe personnel, le groupe commercial, etc., etc. Donc, vous avez les différents groupes qui puissent exister dans l'entreprise. Chaque groupe porte un nom. Donc, automatiquement,
Ça, c'est la désignation symbolique du groupe. Alors, on peut aussi affecter un mot de passe au niveau du groupe. Mais en général, c'est dans la majorité des systèmes, on évite cela pour faciliter la vie aux utilisateurs et d'éviter qu'il y ait ces usages de password au niveau du groupe. Et chaque groupe aussi, comme il est identifié par un nom symbolique, il est identifié aussi par un nom numérique. Donc ce nom numérique, ce qui permet une meilleure gestion pour le système, parce que le système en général, il a plus de facilité et de rapidité pour gérer le numérique que de gérer je dirais, les symboles. Et enfin, vous avez la liste des utilisateurs, c'est-à-dire pour chaque groupe, quels sont les utilisateurs qui appartiennent à ce groupe. Et donc là, on avait dit que sous Unix, un utilisateur peut appartenir à plusieurs groupes, c'est-à-dire qu'on peut trouver le même nom dans plusieurs groupes. Et donc ça, ce qui donne la possibilité de l'utilisateur d'appartenir à plusieurs groupes et donc de bénéficier par la suite des droits d'accès qui sont liés au groupe auquel il appartient. Et donc ça veut dire que, moralité, si on veut gérer les utilisateurs, on est obligé de connaître l'administrateur, du moins, il est obligé de connaître quel est l'état, je dirais, de tous les groupes qui existent. Et ça lui permettra par la suite d'ajouter, quand il ajoute un utilisateur, en fonction de sa responsabilité et ses interactions, il peut savoir dans quel groupe il va le mettre pour pouvoir partager les ressources avec les autres membres du groupe. Et donc, si je veux rajouter un utilisateur maintenant en tant qu'administrateur, donc, vous savez que le fichier TC Password comporte des lignes. Chaque ligne, c'est un utilisateur. Donc, moralité, si je veux rajouter un utilisateur, ça veut dire que je dois accéder à ce fichier-là, le TC Password, et je vais rajouter une nouvelle ligne. Et donc, automatiquement, c'est symbolique. C'est le symbole de rajout d'un nouveau utilisateur au niveau de mon système. Alors, naturellement, quand je rajoute un utilisateur, je peux lui rajouter un groupe. Donc, aller à TC Group, rajouter une ligne. Donc, si cet utilisateur, par exemple, je viens de créer, par exemple, un nouveau service et automatiquement, je crée l'utilisateur et je suis obligé, par exemple, de créer un nouveau groupe. Pourquoi? Parce que c'est un nouveau service et donc, automatiquement, il a des droits particuliers. Automatiquement, je crée le nouveau groupe. Parfois, je ne suis pas obligé. Par exemple, j'ai recruté quelqu'un qui va intégrer, par exemple, le service commercial. Donc, il y a déjà des gens qui travaillent dans le service commercial. Automatiquement, quand vous créez le nouveau groupe, le nouveau utilisateur, il suffit de rajouter cet utilisateur au niveau du groupe déjà existant. Donc, vous n'allez pas créer une nouvelle ligne au niveau de ETC Group, mais vous allez modifier, je dirais, une ligne de ce fichier qui est ETC Group. Alors, automatiquement, la troisième étape qui est nécessaire, c'est quoi? C'est de créer le répertoire personnel, parce que chaque utilisateur, il a un répertoire personnel, ce qu'on appelle le Home Directory. Et automatiquement, vous avez des fichiers de configuration qui existent par défaut, et donc automatiquement, vous devez, je dirais, copier tous ces fichiers-là de configuration pour que le compte utilisateur ait une certaine configuration au niveau de sa connexion et l'usage, par exemple, du shell, quel est le shell utilisé, etc. Et quelles sont les fonctionnalités qui sont offertes par défaut. Donc ça se résume avec les commandes qui se trouvent en bas. Donc, vous créez le répertoire, c'est grâce à la commande mkdir, donc ce qui permet de créer la directory. Donc, rappelez-vous, on avait dit que le répertoire qui contient les homes des utilisateurs, c'était le /home. Donc là, comme j'ai un nouveau utilisateur Ali, je dois rajouter justement un sous-répertoire qui s'appelle Ali, donc dans Home Ali, donc, ce qui permettra d'avoir le répertoire personnel d'Ali qui se trouve sous le répertoire /home, parce qu'on avait dit que ce répertoire était dédié pour contenir les homes des utilisateurs. Alors, juste après, je dois avoir les fichiers de configuration qui se trouvent dans etc/skvel. Donc, je vais copier tous ces fichiers-là dans le home de Ali, comme ça, il va avoir la configuration du compte automatique. Alors, ensuite, le problème qui va se poser, c'est quoi? Rappelez-vous, dans les droits d'accès, on avait dit quelque chose, c'est qu'un fichier, c'est quel est le propriétaire d'un fichier? On avait dit que le propriétaire d'un fichier, c'est celui qui le crée. Donc ici,
si tu prends le home comme répertoire, qui a créé le home? C'est l'administrateur. Donc, ce répertoire-là, il appartient à l'administrateur. Or, les besoins, c'est pour le créer pour l'utilisateur Ali, pas pour l'administrateur. Et donc, l'administrateur, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit changer la propriété de ce répertoire. Et donc, on a vu la commande qui s'appelle change owner. Donc, ce qui permet de changer la propriété de ce répertoire et l'affecter à l'utilisateur Ali. Et donc, c'est pour ça que vous trouvez juste après shown Ali /home Ali. Et donc, automatiquement, ça veut dire que la propriété du répertoire /home Ali appartient effectivement à l'utilisateur Ali. Donc, ça, ce qui permet d'éviter de garder la propriété par défaut qui était affectée à l'administrateur. Et bien entendu, le groupe, on va donner le groupe éventuellement dans le cas où on a un nouveau groupe, c'est de donner le groupe de Ali, c'est-à-dire par exemple, j'ai créé, par exemple, un groupe, un service de communication. J'ai recruté quelqu'un pour la communication automatiquement. Je crée le groupe communication et donc Ali va être affecté au groupe de communication. Alors, ensuite, il suffit de donner un mot de passe à l'utilisateur Ali et donc pour qu'il puisse ouvrir sa première session. Et donc là, comment on le fait? Grâce à une commande qui s'appelle password. Donc, la commande password permet d'affecter, je dirais, à l'utilisateur automatiquement un mot de passe. Je dirais, en général, en pratique, qu'est-ce qu'on fait? On affecte un mot de passe temporaire, justement, et qui sera communiqué à l'utilisateur automatiquement. Parce que les choses, comment elles se passent, c'est quand il y a un recrutement d'une personne, automatiquement, il y a une décision du service de personnel qui dit que cet utilisateur a été recruté pour tel besoin, tel service, etc. Lui, il prend cette fiche ou cette note à l'administrateur. Donc, l'administrateur, il voit que c'est un nouveau utilisateur affecté à tel service, tel groupe, etc. Donc, il va lui créer un compte automatiquement avec toute la procédure qu'on vient de voir. À la fin, vous avez vu que l'administrateur, il va lui créer même un password pour qu'il puisse se connecter. Donc, il va remplir ça sur une feuille, il va lui donner cette feuille-là. Et automatiquement, ce qui va se passer, en général, dans la pratique, on utilise l'option 3 qui est utilisée. Donc, password-F et le nom d'utilisateur. Donc, qu'est-ce que ça donne? Ça permet de dire et de forcer l'utilisateur, dès qu'il va ouvrir sa première session, le système va lui demander de changer le mot de passe. Et donc, automatiquement, le premier mot de passe, effectivement, il était connu par l'administrateur, mais juste après, c'est l'utilisateur lui-même dans son bureau qui va changer le password et automatiquement, l'administrateur ne prendra plus connaissance de ce password. Et ça, c'est pour garder un peu la confidentialité du compte pour l'utilisateur. Alors, il y a aussi d'autres usages je dirais, de password. Regardez, par exemple, la deuxième, c'est password -d et nom d'utilisateur. Alors, celle-là, elle est utile. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, j'avais dit que l'administrateur ne connaît pas le mot de passe des utilisateurs, ce qui est tout à fait normal pour des raisons de confidentialité. Mais ce qui se passe dans la pratique, et ça existe dans beaucoup de cas, des fois, vous changez votre mot de passe et vous oubliez par la suite votre mot de passe. Donc, si vous oubliez votre mot de passe, automatiquement, il est quasiment impossible de se connecter à votre session. Alors, pour régler justement cette situation, ce qui est fait dans beaucoup de systèmes, il y a cette commande qui permet de faire la suppression du mot de passe. C'est-à-dire que l'administrateur, ce qu'il peut faire pour vous, il va automatiquement supprimer votre mot de passe et donc il va refaire par la suite la procédure pour affecter un mot de passe et vous donne la possibilité d'avoir un nouveau mot de passe que vous pouvez vous-même changer juste après la connexion. Ça, cette procédure, pour les gens qui ont des boîtes email, à un moment donné, quand vous oubliez votre email, automatiquement, dans la création du compte, souvent, on vous demande d'avoir un email de secours ou bien un numéro de téléphone particulier. Et donc, automatiquement, quand vous oubliez le mail, vous pouvez envoyer la requête en disant « j'ai oublié le mot de passe du mail » et
on vous dit que votre email votre mot de passe a été supprimé et on vous donne un code temporaire. On vous dit voici le code, vous pouvez vous connecter avec ce code et automatiquement changer juste après votre mot de passe. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez utile, qui permet effectivement, dans le cas où on oublie le mot de passe, de pouvoir réinitialiser le mot de passe et de pouvoir générer un nouveau mot de passe pour la continuité de la session. Il y a aussi le password avec l'option "-l". C'est ce que j'avais dit tout à l'heure, quand un utilisateur il part en vacances, par exemple, ou il est en stage, donc automatiquement, pour des raisons de sécurité, l'administrateur, ce qu'il peut faire, il peut verrouiller le compte, et donc ça, on est sûr que personne ne pourra utiliser son compte au niveau de son entreprise. Donc ça, c'est les besoins de l'utilisateur et les besoins de la sécurité, ce que peut faire l'administrateur. Alors, au niveau, juste un petit mot concernant le password. Donc, ce que vous avez le password, c'est une commande qui peut être utilisée par l'administrateur et donc il peut signifier le nom d'utilisateur et donc il peut lui changer le nom d'utilisateur, le supprimer ou verrouiller, etc. Comme cette commande, elle peut être utilisée par l'utilisateur lui-même. Donc, on donne la possibilité à l'utilisateur d'utiliser le changement de password, par exemple, quand il veut le faire lui-même tout seul. Donc, automatiquement, c'est la commande, mais sans argument, et donc qui permettra automatiquement de changer le password qui appartient à l'utilisateur qui est en cours de session. Alors, comme il y a aussi d'autres commandes, donc on a vu la procédure, je dirais, par l'usage des fichiers, donc principalement le fichier ETC password et ETC commande, ETC group, ça nous permet effectivement de créer un nouveau utilisateur. Et on a vu la procédure, il suffit de suivre la procédure pas à pas, vous créez un nouveau utilisateur. Comme vous pouvez créer un utilisateur par des commandes. Donc, la commande qui existe, c'est user-add. Dans certaines versions d'Unix, Linux, vous trouvez add-user, mais c'est typiquement la même chose. Le but, c'est quoi? C'est d'ajouter un utilisateur. Vous pouvez aussi modifier les paramètres d'un utilisateur, c'est user mode, donc qui permet de modifier des paramètres de cet utilisateur. Comme vous pouvez supprimer un utilisateur grâce à userdel et d'une manière symétrique pour les groupes, donc vous pouvez rajouter, modifier ou supprimer un groupe. Et comme vous pouvez aussi vérifier la cohérence à un moment donné du fichier ETC password. Donc, parmi les choses, à un moment donné, vous rajoutez un utilisateur. Il ne faudrait pas permettre à avoir deux utilisateurs différents avec un même UID. Donc là, vous pouvez toujours vérifier avec la commande pw password check qui permet de vérifier la cohérence de ce fichier. Alors, comment ajouter l'utilisateur? Donc, il y a la commande user-add. Donc, j'avais dit que dans certains systèmes, vous pouvez utiliser la commande add-user, mais c'est typiquement la même chose. Donc, cette commande, elle a plusieurs options donc, que vous pouvez utiliser. Donc, c'est un peu, dans certaines options, c'est la même chose qu'on a déjà vu dans le fichier ETC password, en relation, puisque cette commande, elle va utiliser implicitement le fichier, je dirais, ETC password et ETC group. Donc, vous avez l'option C, j'avais dit, c'était la partie commentaire, c'est-à-dire les informations relatives à l'utilisateur. Vous avez le home. Donc, le home, comment le préciser, c'est grâce à l'option -d. Et donc là, ce qui permet de spécifier, juste après l'argument, c'est le répertoire personnel de l'utilisateur. Vous pouvez, on avait dit qu'un utilisateur peut appartenir à plusieurs groupes. Donc, il y a un groupe principal et les autres groupes, ce qu'on appelle les groupes secondaires. Donc, le groupe principal, il suffit de le préciser avec G minuscule. Et donc, vous nous dites quel est le nom de ce groupe. Et pour les groupes secondaires, c'est avec G majuscule. Et donc, vous mettez la liste des groupes séparés par des virgules. Et donc là, ça permettra de dire implicitement que cet utilisateur appartient au groupe principal petit g, avec le nom initial groupe, et les autres, donc tous les groupes auxquels il appartient. Alors, vous pouvez avoir l'option de
fichiers de configuration. Pour recopier les fichiers de configuration, donc il suffit de mettre l'option "-m". Donc "-m", vous avez les options de configuration par défaut qui vont être affectées au compte. Et ensuite, vous pouvez choisir, je dirais, le shell qui va être utilisé, puisqu'il y a plusieurs shells qui peuvent être utilisés. Vous avez le shell de base, vous avez le TC shell, le CSH shell, etc. Donc les différents, je dirais, types de shell qui existent. En général, il y a certaines commandes qui diffèrent entre les shells, mais sinon, le shell de base, c'est lui qui contient toutes les commandes de base uniformes pour tous les systèmes. Alors, vous avez les différents utilisateurs qui sont utilisés. Donc, vous avez l'UID, donc il faut le spécifier avec le petit u. Donc, concernant les UID, en général, par défaut, dans Unix, vous avez les UID inférieurs à 100. C'est les UID qui sont dédiés aux différents utilisateurs un peu privilégiés, c'est-à-dire qui peuvent faire un certain nombre de commandes d'administration. Parce que dans le système, ce que vous avez l'administrateur, et l'administrateur, à un moment donné, il peut se décharger un peu quand il y a trop de boulot. Donc, il y a ce qu'on appelle des opérateurs de sauvegarde. Donc, ces opérateurs de sauvegarde, c'est eux qui vont faire la sauvegarde automatique et qui gèrent l'ensemble des sauvegardes. Ça existe, par exemple, dans les banques où la sauvegarde, en général, on fait des sauvegardes chaque fin de matinée, par exemple. Vous avez pendant 4 heures, ensuite il y a la sauvegarde qui se fait automatiquement. Après, juste après la sortie l'après-midi, il y a une autre sauvegarde et ainsi de suite. Pourquoi? Parce qu'il y a trop de transactions et donc on fait les sauvegardes vraiment avec une cadence très rapprochée. Et du coup, on est obligé de confier cette tâche à des opérateurs qu'on appelle les opérateurs de sauvegarde. Vous pouvez avoir aussi des opérateurs, par exemple, d'impression. Prenez par exemple la Sonelgaz ou CEAL et autres, etc., qui ont des millions d'abonnés. En général, il y a des opérateurs qu'on appelle les opérateurs d'impression qui, eux, s'occupent principalement de pouvoir faire en fonction des périodes, etc., et des abonnés, de faire les impressions liées à chaque quartier, à chaque commune, à chaque wilaya, etc. Et donc, c'est des gens qui s'occupent principalement des impressions, ce qu'on appelle les opérateurs d'impression. Et donc, ces opérateurs, en général, ils ont un UID qui est inférieur à 100. En général, ce sont les opérateurs ou les utilisateurs qui sont privilégiés. Les utilisateurs qui ne sont pas privilégiés, en général, ils ont un UID qui dépasse 99, c'est-à-dire plus de 100. Vous avez aussi l'utilisateur qui peut avoir un compte temporaire. Un exemple simple. Si vous êtes stagiaire, vous passez dans une entreprise, donc vous avez un stage d'1 mois ou de 2 mois, etc. En général, ce qui est fait, on vous crée un compte, mais un compte qui va expirer dans une certaine délai. C'est quoi? C'est juste la durée de votre stage. Et donc ça, automatiquement, comme ça, l'administrateur, il n'aura pas à oublier pour dire que le stage se termine à telle date, etc. Donc, ça se fait d'une manière automatique. Il suffit d'exprimer l'expiration de la date. C'est grâce à l'option "-e", donc, qui permet de donner cette date d'expiration. Alors, vous pouvez avoir aussi le mot de passe crypté si vous voulez envoyer un mot de passe qui est déjà crypté avec une primitive de cryptage. Alors, voici l'exemple en bas. C'est juste un exemple qui permet de reprendre un peu les paramètres. Et vous voyez ici que vous avez tous les paramètres en fonction des options qui ont été définies au préalable. Alors, là aussi, je peux avoir la modification des paramètres d'un compte. Si à un moment donné, il y a un compte utilisateur, il s'avère que dans certains systèmes, par exemple, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent la première lettre du prénom suivi du nom. Et donc ça compose le login pour avoir un login parlant. Il s'avère qu'on peut avoir 2 personnes qui sont des cousins ou de la famille qui portent le même nom. Et
dont le prénom commence par la même lettre. Donc, à un moment donné, on est obligé de le modifier pour l'un ou l'autre pour avoir un nom de login qui est différent. Donc, vous pouvez changer le login donc, avec l'option "-L", et donc qui permet de changer le login. Comme vous pouvez verrouiller, par exemple, un compte pour dire que quelqu'un qui part en congé, etc., donc je peux lui verrouiller, et inversement, je peux lui déverrouiller le compte. Alors, on peut aussi supprimer le compte. Alors, je peux supprimer le compte, donc automatiquement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette commande, elle accède au fichier etc password, automatiquement, elle va supprimer la ligne qui est associée. Et on peut faire mieux aussi, il suffit de rajouter l'option "-R". Donc, on sait que chaque utilisateur il a un répertoire personnel, et donc automatiquement, il suffit de mettre "-R", automatiquement, son répertoire aussi sera supprimé. Alors, ça, c'était les deux modes qu'on a vus. La gestion des utilisateurs. Vous avez le mode en utilisant des fichiers spécifiques. Je peux avoir la gestion en utilisant des commandes appropriées, comme je peux avoir, par exemple, le mode graphique qui existe maintenant dans toutes les versions d'Unix qui comportent des interfaces graphiques. Alors, dans le mode graphique, en général, vous avez les icônes utilisateurs et groupes, ou bien parfois ça s'appelle aussi user admin. Donc, c'est un utilitaire graphique qui existe. Donc, ce qui permettra de créer, de modifier, de supprimer des utilisateurs. Donc, en général, tout est présenté sous forme graphique. Par exemple, vous avez une fenêtre ici. J'ai cherché les utilisateurs. Donc, il va me donner les icônes qui donnent les utilisateurs, parmi lesquels utilisateurs et groupes. Et donc, ça, c'est une icône qui permet de gérer ça, c'est une des versions de KDE qui existent. Là, j'ouvre une parenthèse pour dire que le KDE, il a plusieurs interfaces graphiques. Donc, tout dépend de la version du système Unix que vous avez installé. Vous pouvez avoir une version de KDE qui est appropriée. Donc, ça vous donne une de ces versions avec les utilisateurs. Vous pouvez cliquer dessus. Automatiquement, ça vous donne une fenêtre sous cette forme-là, paramètres utilisateurs. Et donc, vous avez les différents utilisateurs. Vous sélectionnez l'utilisateur en question, il va vous afficher les détails de cet utilisateur et vous avez la possibilité de modifier le login, de modifier le compte avec ses paramètres, vous modifiez le password, etc. Et donc, gérer les groupes liés à cet élément. Donc, vous pouvez rajouter un utilisateur, supprimer un utilisateur, etc. Donc, tout ce qu'on a vu à travers les commandes, c'est sous forme condensée au niveau de la fenêtre, vous avez toute cette possibilité. Alors, on passe à l'autre action aussi qui est nécessaire et qui fait partie du boulot de l'administrateur. Donc, gérer les utilisateurs, c'est ce qu'il fait. Et il a aussi une tâche importante qui est la sauvegarde. Donc, la sauvegarde, pourquoi? Parce que le problème, c'est que aucun système n'est à l'abri, je dirais, d'accidents, qu'ils soient volontaires ou involontaires. Donc, il y a un risque de perdre toute l'information qui existe au niveau du système et donc perdre tout le travail qui a été réalisé. Alors, pour éviter cette situation, l'administrateur, il a l'obligation de faire une sauvegarde des informations qui sont nécessaires dans son système. Et donc, dès qu'il y a un problème, ça veut dire qu'on a cette possibilité de faire l'action inverse, c'est-à-dire une restauration du système. Et donc, ça permettra de remettre en marche le système avec des informations cohérentes. Donc, ça, c'est grâce à cette opération, ce qu'on appelle la sauvegarde et la restauration. Alors, là aussi, il peut le faire par des commandes, par des plans de sauvegarde, par des scripts, etc. Et donc, il doit connaître comment faire la sauvegarde et comment faire la restauration. Alors, avant de parler de la sauvegarde, ça veut dire qu'il y a un ensemble de questions qui doivent se poser et que doit poser l'administrateur. Parmi toutes les informations, qu'est-ce qu'il y a lieu de sauvegarder? Par exemple, tu peux te poser la question, parce que la sauvegarde, elle prend un certain temps quand même. Donc, en général, on ne va pas s'amuser à sauvegarder tout le disque. Si je prends par exemple toute la partie système d'exploitation, en général, toute entreprise, elle acquiert le système d'exploitation, ça veut dire qu'elle a une copie du système d'exploitation. Donc, du coup, quand il va sauvegarder, il ne va pas sauvegarder le système d'exploitation, parce que le système d'exploitation, il a sa copie originale,
C'est-à-dire, dès qu'il y a un pépin, il peut reprendre la version originale et remettre le système en place. Et donc là, au niveau des informations, on a vu tout à l'heure, par exemple, le répertoire TMP, qui est un fichier temporaire, qui sont les fichiers temporaires. Les fichiers temporaires, on ne va pas les sauvegarder, ça ne sert à rien, hein, ça ne sert à rien du tout, parce que les fichiers temporaires sont liés à des applications pour des besoins vraiment temporels, pour pouvoir créer des choses. Vous avez déjà eu l'occasion de voir les fichiers temporaires. Quand vous avez compilé, par exemple, vos fichiers C, par exemple, pour créer l'exécutable, ben, le compilateur, qu'est-ce qu'il fait? Il va créer des fichiers OBJ qui sont intermédiaires, mais qui ne servent juste que pour l'opération de création de fichiers exécutables. Donc, ces fichiers temporaires, on n'en a pas besoin de les sauvegarder. Le deuxième élément, c'est quoi? C'est quelle est la fréquence de sauvegarde, c'est-à-dire à quel moment je dois faire la sauvegarde. Là aussi, c'est en fonction de l'entreprise. Si vous prenez, par exemple, l'université, donc on peut faire des sauvegardes qui sont importantes. Pourquoi? Parce qu'au début de l'année, vous avez les inscriptions des nouveaux étudiants et vous avez les étudiants qui sortent. Ça veut dire que vous devez faire la sauvegarde à ce moment-là. Pourquoi? Parce qu'il y a des modifications à cet instant-là. Comme vous pouvez faire des sauvegardes pour le suivi pédagogique des étudiants, c'est que vous avez à chaque semestre, il y a les délibérations. Donc, dès qu'on fait les délibérations, il faut faire la sauvegarde de ces délibérations, parce que les délibérations, ça ne se fait pas chaque mois, chaque jour, etc. Ça se fait à chaque fin de semestre. Et donc, du coup, on doit avoir ce réflexe pour dire à quel moment faire la sauvegarde. Si je prends, par exemple, l'exemple de tout à l'heure, j'ai parlé de banque, ben, la sauvegarde au niveau des banques, vous êtes obligé de faire les sauvegardes, c'est ce qui se passe. En général, on fait des sauvegardes à chaque, par exemple, si la banque travaille la matinée et l'après-midi, à chaque fin de matinée, on est obligé de faire la sauvegarde, à chaque fin de journée, on est obligé de faire la sauvegarde. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de transactions qui se font au niveau des banques, et du coup, pour ne pas perdre cette information-là, on est obligé de, périodiquement, qu'il y a une période très courte, de faire la sauvegarde. Alors, le problème qui va se poser, c'est aussi, vous avez une sauvegarde, vous allez la garder combien? Parce que si vous allez vous amuser à faire de la sauvegarde, automatiquement, au bout d'une année, par exemple, si vous prenez par exemple la banque, elle va se trouver avec un stock de sauvegarde énorme, puisque chaque quasiment 3 heures ou 4 heures, elle fait une sauvegarde. Donc, automatiquement, c'est de dire quelle est la période où je dois garder les sauvegardes, ou bien automatiquement, quand je fais la sauvegarde suivante, elle annule la sauvegarde précédente et ainsi de suite. Donc, tout dépend de la situation. Ça vous permet de voir comment garder les sauvegardes et combien de temps. Et je dois savoir aussi, quand on fait une sauvegarde, c'est pour des raisons de sécurité. C'est-à-dire, quand vous faites la sauvegarde, vous ne devez pas garder les sauvegardes dans le même endroit de l'entreprise. Pourquoi? Parce qu'imaginez qu'il va y avoir un incendie ou une inondation ou autre, etc. Si il va y avoir une inondation ou un incendie, tout va brûler, c'est-à-dire vous allez perdre, y compris la sauvegarde. Donc, en général, pour des raisons de sécurité, l'endroit de la sauvegarde ne devrait jamais être le même endroit que l'entreprise. C'est-à-dire c'est un autre endroit, donc ce qui permettra d'assurer quand même cette sécurité. Et bien entendu, je peux sauvegarder dans un endroit. Parfois, je suis obligé de sauvegarder dans plusieurs endroits. Ça, c'est quand il y a le cas de, je dirais, d'exigence de sécurité extrême. Donc, ça veut dire que vous pouvez avoir, par exemple, un tremblement de terre. C'est toute une région qui va passer à côté. Donc, vous pouvez faire les sauvegardes dans différentes régions. Et donc, comme ça, s'il y a un tremblement de terre dans un truc local, vous avez les autres versions que vous pouvez toujours récupérer. Alors, ensuite, vous avez quel est le support approprié pour avoir la sauvegarde. De plus en plus, la technologie évolue et donc vous êtes obligé de faire une sauvegarde. Par exemple, quand vous faites une sauvegarde d'une banque, vous n'allez pas vous amuser à faire la sauvegarde sur un flash disk parce que le flash disk peut être perdu d'une manière très facile et aussi sa capacité, elle est très limitée pour contenir toute l'information d'une banque. Et on peut avoir aussi ces différents, je dirais, supports de sauvegarde. Alors,
automatiquement, cette sauvegarde, il faudrait avoir un temps, je dirais, qui est raisonnable. Pourquoi? Parce qu'en général, quand on fait la sauvegarde, on est obligé d'arrêter les processus qui tournent sur la machine. Pourquoi? Parce qu'eux-mêmes, ils peuvent utiliser des fichiers. Et donc là, il va y avoir un problème, un conflit d'accès au niveau des fichiers. Ça, c'est prévoir la sauvegarde pour une durée déterminée. Et bien entendu, en général, on doit fixer la procédure qui peut être soit automatique, soit manuelle. Souvent, c'est le cas, c'est automatique. Pourquoi? Pour ne pas oublier un peu la sauvegarde. Et donc, on utilise Crontab, ce qui permettra d'avoir la sauvegarde automatiquement. Et bien entendu, quelle est la méthode de sauvegarde appropriée? Pourquoi? Parce qu'il y a ce qu'on appelle la sauvegarde qui se fait d'une manière crue. Et vous avez ce qu'on appelle une sauvegarde incrémentale. La sauvegarde incrémentale, c'est quoi? C'est que vous avez une copie de sauvegarde. Quand vous allez sauvegarder, le système, qu'est-ce qu'il va? Il va vérifier les fichiers. Si un fichier n'a pas été modifié, c'est-à-dire qu'il porte les mêmes paramètres que celles qui existent sur la sauvegarde, il ne va pas le sauvegarder. Donc, c'est un peu plus intelligent. De la sorte, il va sauvegarder uniquement les fichiers qui ont été modifiés depuis la dernière date. Donc ça, c'est tous les éléments, toutes les questions que doit se poser l'administrateur pour pouvoir définir exactement sa sauvegarde et comment les choses vont se dérouler. Alors, parmi les commandes qui existent pour la sauvegarde, vous avez la commande tar. La commande tar, donc historiquement, on sauvegardait beaucoup plus dans les bandes magnétiques. C'est pour ça que tar, c'est type lié à l'archive. Et donc, ce que vous avez la commande avec les options CVF et vous avez le nom de l'archive qui va être créé et quels sont les fichiers que je vais sauvegarder. Par exemple, ici, dans l'exemple, je vais sauvegarder tous les fichiers home, donc, puisque /home /étoile, donc ça va être tous les répertoires home, je vais les sauvegarder dans archive1.tar. Donc, je donne un nom à l'archive et ça permettra de les sauvegarder. Et ici, le C qui permet de dire c'est la création de l'archive. Alors le V, c'est le mode bavard qui permet de dire à un moment donné, vous avez, pour dire à un moment donné, il vous dit je suis en train de sauvegarder tel fichier, tel répertoire, etc. etc. Et le F pour dire quel est le nom de l'archive. Alors, inversement, je peux créer l'archive comme je peux, par exemple,